Bonjour, je m'appelle Yann April-Boucher, je suis Startup Manager au sein de l'incubateur de Télécom Paris et vous écoutez Deep, un voyage en immersion dans les profondeurs de la tech. Nous allons découvrir ensemble l'envers des technologies que l'on utilisera tous demain en rencontrant les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'aboutissement possible d'un projet tech, le rachat par une autre société. On sait que certains entrepreneurs ont directement ça dans le viseur et ça peut se défendre. Mais à quel moment est-on vraiment prêt à céder les rênes d'un projet qui est parfois celui sur lequel on a bossé toute sa carrière ? Et surtout dans quelles conditions ? Parce qu'on s'imagine très bien que c'est pas aussi simple que de recevoir une montagne de billets. Pour en savoir plus, je vous invite à rencontrer Amir Hossein Melakzadeh, cofondateur en 2012 de la startup Logmatic, rachetée 5 ans plus tard par Datadog, qui pourra donc nous faire vivre ça de l'intérieur. Puis on écoutera Marion Chanéac, partenaire chez Caporn Invest, qui nous donnera sa vision investisseur sur le sujet, car c'est évidemment un sujet clé quand on est VC. Donc Amir Hossein, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Yann, je suis ravi d'être là. Est-ce que tu peux nous donner rapidement ton parcours jusqu'à la création de Logmatic en 2012, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, mon parcours est le parcours complètement inverse d'un entrepreneur, parce qu'après mes études d'ingénieur, je suis parti travailler dans du conseil en stratégie, ce qui permet d'apprendre de faire de très très belles slides, mais rien de ses 10 doigts. Et donc j'ai fait ça pendant quelques années. Ensuite, j'ai essayé en 2006 une première tentative d'entreprise qui a été un bel échec. On en parlera, ça des échecs aussi. Et petit à petit, en fait, j'ai essayé d'évoluer de ce job de consultant vers l'entrepreneuriat. Et effectivement, en 2012, j'ai créé une boîte qui s'appelait d'abord Focusmatic et qui est ensuite devenue Logmatic. Cette boîte, tu l'as créée avec qui ? Et très rapidement, le pitch de la boîte, parce qu'on en discutera plus tard dans la deuxième, troisième partie de ce que vous disiez exactement. Mais voilà, le pitch, avec qui tu crées ça ? Alors, quand j'ai créé la boîte, en fait, quand on a créé la boîte, on était tous les trois dans une boîte tech en France. Et c'était deux ingénieurs qui travaillaient dans la même entreprise que moi, Emmanuel et Renaud. Et donc, on avait tous les trois cette idée que la technologie sur laquelle on travaillait pouvait être utilisée ailleurs. Et en 2 mots, le pitch, à l'époque, c'était de faire de l'analyse en temps réel des réseaux sociaux. Et ensuite, ça a évolué vers l'analyse des logs d'applications informatiques. D'accord, donc une équipe de 3 ingénieurs, c'est ça ? C'est ça, alors 3 ingénieurs, dont un défroqué, puisque moi, j'ai des études d'ingénieur. Déjà parti dans le conseil. Non, c'est marrant parce qu'on en parlera un peu. On a déjà parlé des Dream Team, des équipes, et on parlera aussi on a parlé d'échecs, mais c'est intéressant d'avoir tout ça dans un seul personnage. Alors là, on va parler de la fin de l'aventure. Finalement, on commence un peu par la fin. Comment ça se passe, la fin de Logmatic, le début du rachat par Datadog, le process, il se passe comment ? Ils viennent vers vous, c'est vous qui cherchez à vendre, Alors, nous, on avait déjà eu la chance d'avoir eu une première offre de Datadog plus tôt, qu'on avait refusée parce que ce n'était pas le bon moment et on avait autre chose en tête. Et puis, il est arrivé un moment où on était en train de faire un nouveau tour de financement. Donc, c'est comme un moment où tu vas faire un nouveau projet avec l'entreprise. Et là, l'offre de Datadog était très intéressante. Elle correspondait à ce qu'on cherchait. Et ce n'était pas qu'une question d'argent, c'était une question d'aventure, de ce qu'on voulait monter en fait. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a pris plutôt l'offre de Datadog que d'aller faire un tour de financement. Et pourtant, à l'époque, on était en train de discuter de très près avec des fonds américains, donc c'était très excitant, quoi. Donc à l'époque, tu as le choix entre cette offre de Datadog qui vous intègre à leur structure ou continuer une aventure Logmatic startup en partant notamment à l'étranger ou... C'est ça. Alors, en fait, et là où l'offre de Datadog était intéressante, c'est que nous, notre but, parce qu'on s'était rencontrés et on avait discuté d'où on voulait emmener l'entreprise, nous, notre but, c'était que le produit qu'on faisait soit le plus utilisé par le plus de gens à travers le monde. Et au moment où on était en train de réfléchir à la levée de fonds, comme ça peut arriver assez souvent, on n'avait pas exactement le même point de vue entre fondateurs. Donc, il fallait choisir un chemin A ou un chemin B. Et en fait, le chemin C qui était avec Datadog était beaucoup plus intéressant parce que le sujet de commercialisation et de prendre notre produit. On était d'accord sur la vision produit, on était moins d'accord sur l'agressivité qu'on voulait avoir sur le marché. Et en fait, avec Datadog, c'est sûr que notre produit a eu une emprise, s'est développé de façon assez incroyable. Et le pari qu'on a pris, qui était de s'associer avec des gens qui avaient la même vision produit que nous, a très très bien fonctionné. Ok, c'était ma prochaine question. Tu me parlais un peu des désaccords potentiels entre les fondateurs.
Du coup, cette solution C, vous étiez tous d'accord dessus. J'imagine que ça a quand même beaucoup discuté. Ça a beaucoup discuté, mais fondamentalement, quand tu reviens au sujet de pourquoi tu montes la boîte, et nous, on n'avait pas créé la boîte pour la transmettre à nos enfants ou pour devenir le plus riche possible, eh bien, en fait, c'était la solution qui semblait la plus rationnelle. Donc, c'était la meilleure décision à prendre pour nous que de rejoindre l'aventure Datadog. Et pour peut-être te donner un peu plus de contexte, en fait, Datadog avait un produit, on avait un autre produit, c'était assez complémentaire. Et le fait de rejoindre Datadog, on se mettait en ski nautique de leur vague, de leur lame de fond, et on se développait très très fortement avec eux. Et donc notre vue, qui était notre produit, on veut qu'il soit dans toutes les mains, en fait, c'était on y arrivait en fait. Du coup, j'aimerais bien qu'on creuse un peu le sujet de l'alignement entre toutes les parties prenantes lors de cette vente. On en a parlé un petit peu entre les associés, les fonds d'investissement, les employés aussi. Parfois, voilà, comment tout ça se passe autour d'une table. Il y a forcément des frictions. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça ? Alors, c'est difficile de les détailler parce que c'est un moment ultra intense émotionnellement. Donc, tu as à la fois beaucoup de boulot, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Et c'est effectivement, comme tu le disais, un moment où tu n'as plus du tout le même cap en fait, que toutes ces personnes. Déjà, entre associés, tu peux ne plus avoir le même cap. Les fonds d'investissement vont vouloir cacher au maximum et garder une option pour avoir encore plus d'argent. Les business angels, finalement, ils sont pas complètement désalignés, mais ils aimeraient bien un peu d'argent, mais ils t'accompagnent plus qu'autre chose. Les employés, ils savent pas, ils sont un peu perdus. Et dans cet univers très tendu, en fait, tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il y en a un qui s'assoit à table pour commencer à discuter, il y en a un autre qui se lève. Et donc, c'est une situation qui devient assez complexe à gérer parce que tu es constamment en train de jouer au pompier pour que tout le monde essaye de s'asseoir autour de la table au même moment pour parler du même sujet et pour aboutir à une conclusion. Ok. Peut-être que je nous parle un peu des employés. Vous étiez combien chez Logmatic au moment où vous allez chez Datadog ? Alors, on était une vingtaine, un petit peu moins d'une vingtaine chez Logmatic à ce moment-là. Et du coup, tout le monde part là-bas. Ça se passe comment ? Alors, ça se passe... oui, l'idée, c'était que tout le monde, tous ceux qui étaient en train de rester, restent, puisque forcément, comme dans toute boîte, on avait quelques discussions qui avaient commencé avec certains employés. Mais donc, oui, l'idée, c'était de rester. Et pour l'acquéreur, c'est ultra important, parce qu'il achète ce genre de taille de boîte, il achète principalement le produit, les gens. Mais les gens, ce n'est pas que les fondateurs, c'est aussi les employés. Et donc, pour eux, s'assurer que tout le monde venait et tout le monde restait en étant motivé était un point très, très important. Et pour nous aussi. Tu le vis comment ? Est-ce que tu as l'impression de céder ton projet sur lequel tu as travaillé ? Est-ce que tu as l'impression de continuer quelque chose dans une autre... Enfin, voilà, c'est comment personnellement ? Pour moi, c'est un peu compliqué parce qu'en étant à l'époque président de la boîte, j'ai l'impression d'être Dr Jekyll et Mr Hyde, d'avoir deux personnalités complètement distinctes. Il y a d'un côté la décision entre guillemets du président qui était la bonne pour lui, et de l'autre côté celle du fondateur qui voulait continuer, pousser son truc plus loin. Et donc ça a été assez compliqué en fait de faire la part des choses. Et effectivement, pour moi, cette décision qui était la bonne, du jour au lendemain, a changé complètement la dynamique. Et ça n'a pas été le moment le plus facile, oui. Comment ça se passe intérieurement, personnellement, pour garder un peu l'envie, la niaque et continuer à avancer sur le projet alors que finalement, il y a tout qui est en train de changer, qu'on a l'impression d'être parfois dépossédé du truc. Ça se passe comment ? En fait, pendant toute la période du deal, c'est compliqué parce que tu dois maintenir le boulot pendant que tu fais autre chose. Mais tu es poussé par un moteur. Tu t'arrêtes pas, un peu comme Forrest Gump, tu cours. Et après le deal, oui, c'est dur et tu dois te reposer en permanence les bonnes questions. Et là, en fait, la personne qui m'a le plus aidé, c'était ma femme. Ça, c'est super important. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de l'évoquer sur les aspects vraiment perso des entrepreneurs et de leur vie familiale, etc. Mais je pense qu'on essaiera d'en parler dans un autre épisode. Dernier point, peut-être avant d'enchaîner avec la partie plutôt investisseur, justement faire le lien. Du coup, vous aviez déjà des investisseurs, vous avez déjà fait des levées de fonds, j'imagine, avec Logmatic ? Ouais, on avait deux investisseurs institutionnels et des business angels. Forcément, ce genre de deal, et on pourra y revenir tout à l'heure, ce genre de deal est plus positif pour les fondateurs, enfin en tout cas plus risqué aussi, puisqu'il y a une partie d'actions et de cash. Les investisseurs sont payés en général en cash, ils sortent avec une bonne sortie, ils sont contents, mais ce n'est pas la licorne qu'ils voulaient. Et c'est là où l'histoire se sépare entre les fondateurs qui récupèrent un peu d'argent et beaucoup de risques à monter en fait dans l'aventure Datadog et que celle-ci fonctionne, puisque Datadog à l'époque c'était pas non plus ce qu'est aujourd'hui.
et les investisseurs qui, eux, veulent un super rendement et en même temps, ils veulent bénéficier d'éventuelles options de sortie de Datadog derrière, mais sans y être, sans mouiller la chemise. Oui, donc j'imagine qu'il y a quand même pas mal de choses qui se discutent là-dessus. Ils ont un impact sur la décision ou pas, ces investisseurs, à un moment où ça se prend? Alors, ils ont un impact parce qu'il y avait une clause dans le pacte d'actionnaires qui faisait que sous 2 ans, puisqu'en fait, on a fait la levée de fonds et l'accélération du business a été très, très forte et on a revendu sous 2 ans. Sous 2 ans, ils pouvaient mettre un veto à la cession. Ok, donc quand même, gros enjeu pour tout le monde, quoi. Beaucoup de discussions, une part de gâteau sur la table, beaucoup de gens avec des avis très différents. La lumière s'éteint, il y a des cris et puis finalement, on s'en sort. C'est intéressant, du coup, ça, on en discutera un peu avec Marion qui nous donnera son point de vue investisseur, qui n'avait rien à voir dans ce deal, mais on en discutera. Merci Amir Hossein. Donc on se retrouve juste après pour parler un peu de techno et puis de ce que tu fais aujourd'hui et peut-être ce que tu vas faire dans le futur. Avec plaisir. Alors du coup, je me tourne vers toi Marion. Je le disais tout à l'heure, tu es investisseur chez Caphorn. Peut-être je vais te laisser nous dire 2 mots sur ton parcours avant de commencer et du coup, voilà ce que tu fais aujourd'hui. Oui, avec plaisir. En quelques mots, moi j'ai un parcours qui a commencé chez Price, où je faisais de l'évaluation financière, donc une formation très, très intéressante et très théorique. Après avoir passé 4 ans dans ce cabinet de conseil, je suis passée côté entrepreneur. Je suis partie cofonder une société qui s'appelle SmartFlows, qui a eu la chance d'être incubée à Télécom et qui fait ce qu'on appelle du Wi-Fi Analytics, donc en gros qui traque les ondes Wi-Fi des téléphones portables pour retracer les parcours des gens dans des gares, des aéroports, des centres commerciaux, des magasins. On a fait développer la boîte de zéro avec mon associé pendant 5 ans. Et puis, on travaillait pour des grands clients comme Carrefour, Aéroport de Paris, Unibail et d'autres grands noms comme ça. Puis, au bout de 5 ans, on a eu des visions qui se sont un petit peu éloignées. Et j'ai eu la chance de connaître à ce moment-là Caphorn, puisque Caphorn voulait investir dans SmartFlows. Et du coup, je suis passée de l'autre côté de la table et je suis passée côté investisseur. Et ça fait 4 ans aussi que j'ai rejoint le fonds Caphorn, qui est un fonds qui est spécialisé dans le B2B digital. Quand une entreprise se fait racheter et qu'on est VC, évidemment, ça nous parle. Hein, c'est un peu aussi le cœur de votre business model. Est-ce que quand il y a ce type de processus, vous avez, vous, une influence on a vu un peu avec Amir Hossein qu'il y a des discussions qui se font. C'est quoi votre position quand il y a ce genre de discussion avec les fondateurs? Alors déjà, je pense que ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'une offre de rachat, ça n'arrive pas du jour au lendemain. En général, c'est des processus qui sont hyper longs. C'est des discussions, hyper longs, assez longs. C'est des discussions qui sont enclenchées très en amont. Et donc, il n'est pas rare que typiquement les entrepreneurs aient déjà discuté avec des potentiels partenaires stratégiques 1 an, 2 ans, voire même plus parfois avant qu'il y ait une vente. Du coup, c'est plutôt un process dans lequel l'investisseur, et on va dire, prend parti assez tôt. Je lisais aussi un article où tu disais que finalement le métier d'investisseur est assez proche de celui d'entrepreneur. Toi, tu vis la fin d'une aventure comment quand tu es côté investisseur, là, quand il y a quelque chose qui se termine? Alors, je ne sais pas si tu en as vécu beaucoup autour de toi, comment ça se passe, mais c'est quoi la façon de le vivre? C'est très différent quand on est créateur, j'imagine, fondateur. Oui, tout à fait. Alors, si on est vraiment sur cette partie exit, je pense que ce qui est hyper important, c'est à ce moment-là de maintenir au maximum un alignement d'intérêt entre l'entrepreneur et l'investisseur. Parce que c'est malheureusement c'est un moment de la vie de la société où les 2 parties peuvent avoir des alignements assez forts d'intérêt. Parce que l'investisseur, typiquement, lui, il a une vocation, c'est au moment de l'exit, c'est d'assurer un retour sur investissement à ses clients. Donc, il a une vision assez court-termiste, on va dire, qui est très proche, très financière, très capitalistique. Là où, par exemple, l'entrepreneur, lui, peut avoir une vision qui est beaucoup plus sur quel projet on construit sur de long terme, quel partenariat on construit, et d'un point de vue financier, n'a pas forcément un intérêt à avoir du cash, beaucoup de cash tout de suite, le fruit de la vente tout de suite, mais plutôt à être intéressé sur du long terme, avec différentes clauses, des clauses d'earn-out ou autres, sur quel projet est-ce qu'on va construire et comment est-ce que je suis intéressé sur les 3 prochaines années dans la construction de ce projet global. Et du coup, je pense que c'est hyper important au moment de l'exit de bien communiquer et d'avoir un alignement d'intérêt et de réussir à converger vers une situation qui soit gagnante-gagnante pour tout le monde.
Et là-dessus, moi, ce que je dis tout le temps, c'est je regarde toujours avec beaucoup d'attention les tables de capitalisation quand je rentre dans une société, parce que si on est au moment de l'exit avec un entrepreneur qui a juste quelques pourcents de sa société, les désalignements peuvent être beaucoup plus forts, puisque l'investisseur peut avoir une volonté très ferme de toucher ce financement très court terme maintenant, là où l'entrepreneur, lui, aura un intérêt plus sur de la construction stratégique moyen terme. Et du coup, dans la relation et dans le jeu d'influence, je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est que l'entrepreneur et l'investisseur, au moment d'un exit, ils sont vraiment dans la même équipe et ils sont du même côté. Et du coup, ce qu'il faut, c'est un petit peu jouer chacun un rôle. Il faut que l'entrepreneur n'hésite pas à utiliser l'investisseur soit pour son réseau, pour accéder à des potentiels acquéreurs justement, soit utiliser l'investisseur dans les moments durs de négociation, c'est-à-dire que l'investisseur il peut être amené à discuter en direct avec l'acquéreur pour négocier des termes de la vente. En tout cas, ce qui est primordial, c'est qu'il y ait une vraie proximité, une vraie confiance entre l'entrepreneur et l'investisseur à ce moment-là, pour être sûr que la négociation soit menée au mieux pour toutes les parties prenantes autour de la table. Ok, ça c'est super intéressant. En fait, finalement, cette relation de confiance, etc., dont tu nous parles sur l'exit, c'est aussi une relation que vous menez au quotidien. Enfin, je m'avance peut-être, mais dans ton rôle d'investisseur, tu te vois comment? Tu te vois comme aussi pas un membre de l'équipe, mais voilà, tu fais quand même partie intégrante de leur projet assez rapidement. Tout à fait. Moi, je suis dans une vraie relation de proximité avec les entrepreneurs que j'accompagne. Aujourd'hui, j'ai la chance d'en accompagner 7. Et tous, j'ai vraiment une relation, une confiance totale, une relation de confiance absolue et une transparence absolue. Parce que je pense que plus l'investisseur et l'entrepreneur sont complices et vont dans le même sens dans la création, dans la stratégie de l'entreprise, plus ça crée de la valeur pour la boîte. Et typiquement, moi, quand je fais un investissement, c'est très rare que j'investisse dans une société que je connais depuis quelques semaines ou quelques mois. Souvent, je prends le temps de rencontrer les entrepreneurs très en amont, de commencer à les accompagner, de voir comment est-ce qu'ils fonctionnent, est-ce que le binôme peut fonctionner et peut créer de la valeur avant d'investir. Donc, ça m'arrive très souvent de rencontrer les entrepreneurs 12 à 18 mois avant d'investir chez eux. Donc, je pense que la proximité et la confiance, c'est vraiment la clé pour une relation entrepreneur-investisseur réussie. Ok, écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus parce qu'en effet, c'est encore plus large que le sujet qu'on traite dans cet épisode et cette relation de confiance entre l'entrepreneur et l'investisseur, je pense que c'est assez essentiel. En tout cas, je te remercie beaucoup, Marion. Avec plaisir. Si je peux ajouter juste une chose, il y a une question que tu as posée à laquelle je n'ai pas répondu, mais je comptais y répondre. C'est le côté, est-ce que le métier de l'entrepreneur et de l'investisseur sont proches? Moi, quand j'étais côté entrepreneur, je voyais vraiment l'investisseur comme quelqu'un qui était derrière son ordinateur et qui relevait les compteurs une fois par mois pour avoir les reportings mensuels des boîtes qu'il suivait sur son fichier Excel. Et au final, en passant du côté investisseur, je me suis rendu compte que je me trompais énormément. Et c'est un métier, au contraire, qui est très proche de celui de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a un vrai aspect opérationnel. Moi, aujourd'hui, mon quotidien, c'est d'aller lever des fonds. Donc, ça veut dire d'aller vendre un produit et d'aller convaincre des investisseurs que c'est chez nous qu'il faut investir. Et du coup, ça, c'est un aspect qui est très, très opérationnel. Et au final, ce qu'on fait, c'est on vend un produit sur un marché avec de la concurrence et des concurrents sur le marché. Enfin, et de la compétition sur le marché. Et du coup, je pense que c'est au final un métier qui est plus proche que ce que je ne le pensais. Et en tout cas, les deux points communs que je voulais souligner, c'était l'engagement et la passion. Parce que dans les deux cas, que ce soit entrepreneur ou investisseur, c'est des métiers où il faut vraiment les vivre avec ses tripes pour les apprécier. Voilà. Non, mais c'est super intéressant, tu as raison. Je pense que d'ailleurs, on fera peut-être un jour un épisode spécial où on a beaucoup d'investisseurs, ex-entrepreneurs. On fera un petit parallèle peut-être entre... Je suis entrepreneur, je suis investisseur, on fera venir deux personnes et on confrontera les visions. Ça peut être super cool. Merci beaucoup. Plaisir. Merci à toi. Alors voilà, on est de retour avec Amir Hossein pour parler un peu de tech, particulièrement de ce que vous développiez chez Logmatic. Tu m'as fait le pitch rapide tout à l'heure. Dans ce podcast, on aime bien parler quand même un peu de techno. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? D'ailleurs, toi, ton rôle chez Logmatic, c'était plutôt sur la partie techno, plutôt sur la partie stratégie? J'étais le non-tech. Au début, je m'occupais de tout ce qui était non pure tech. On faisait le produit à 3. J'avais plutôt une vision long terme sur le produit.
Mais j'étais le product owner au départ. Puis au fur et à mesure que la boîte se développe, en tant que président de la boîte, je lâchais mes jobs. Je m'occupais par exemple du marketing, puis ensuite j'ai filé à quelqu'un d'autre. Donc j'étais quand même très impliqué dans tous les sprints de développement produit, mais ce n'était plus moi qui étais en charge. Et du coup, d'un point de vue techno, c'est quoi qui est innovant à ce moment-là quand vous créez le produit? C'est quoi la brique techno qui change tout? Alors, à l'époque, ce qui était innovant, c'était de faire de l'analyse de data en profondeur et en temps réel. C'est un paradigme qui a été changé par des technos qui sont apparus au début des années 2010. Mais dans l'ancien monde, c'était de l'OLAP et de l'OLTP, pour ceux qui comprennent ces acronymes-là, ou qui les connaissent bien. Et c'était quelque chose qui ne se faisait pas facilement. Voilà. Et nous, on venait de ce monde-là, on faisait de la business intelligence en temps réel, et c'est ça qu'on a voulu appliquer au log. Et donc, la complexité techno de ce qu'on faisait, c'était de collecter de très, très gros volumes de données et d'avoir des charges en fait, de données entrantes, des flux qui n'étaient pas prévisibles, et en même temps de permettre aux clients d'avoir des analyses dessus avec des temps de réponse ultra rapides. Et le tout en se tirant une balle dans le pied parce qu'on était sur une infrastructure cloud qui n'est pas la plus performante pour ce genre d'analyse. C'est-à-dire typiquement ce qu'on faisait dans notre ancien job, c'était chez des traders, et les traders ils avaient des grosses machines avec des centaines de gigabits de mémoire en RAM, et tout se faisait en mémoire et c'était super rapide. Et nous, on s'est mis sur le cloud qui est lent, et on voulait atterrir avec les mêmes types de performances. Okay, c'était quoi vos clients à l'époque pour qu'on comprenne un peu le... Quand on était chez Logmatic, nos clients, nous on a commencé avec une approche très simple qui était d'aller voir des startups. Donc nos clients, c'était les grosses startups de la place de Paris ou les petites. On s'est pas mal développé comme ça. On avait des gens comme Blablacar, on avait pas mal de boîtes dans la tech. On avait des gens comme Sendinblue, Hitch, etc. Mais alors c'était marrant parce qu'on avait des gens qui étaient concurrents les uns des autres. On avait toutes les boîtes de mobilité, par exemple, sur le Paris. Donc voilà, donc on avait des boîtes qui étaient assez tech en fait. Donc ton rôle il évolue comme ça chez Logmatic, président, product owner, où tu stratégies, tu fais pas mal de choses. La Datadog arrive, ils vous font l'offre, ils vous rachètent. Qu'est-ce que tu deviens toi à ce moment-là chez Datadog? C'est quoi ton poste? Alors je commence par m'occuper un peu de ce qui est intégration et de s'assurer que les choses se passent bien. Très vite, l'un des paris de Datadog, c'est de développer le bureau de Paris. Et donc, une partie de mon job, c'était aussi de voir comment la France, où il y avait quelques employés, où il y en a maintenant quelques centaines, se développe. Mais pareil, c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Et très rapidement, en fait, j'ai plutôt passé du temps sur des acquisitions externes. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je travaille chez Datadog sur la partie acquisition de boîtes externes. D'accord. Donc, ça te permet quand même de rencontrer aussi... pas mal de projets, de promesses de choix et de start-up, j'imagine? C'est ça, tout à fait. Comme Datadog, alors c'était créé par 2 Français, donc il y a une forte appétence à développer la France aussi. On cherche et on regarde tout l'écosystème de boîtes tech. Et il y a aujourd'hui énormément d'entreprises tech qui finalement deviennent d'excellentes cibles d'acquisition, que ce soit pour nous ou pour d'autres boîtes similaires. Et est-ce qu'à côté de ça, tu donnes des conseils, tu fais un peu de mentorat sur l'écosystème startup? Alors, en toute humilité, avec le peu de choses que je sais, j'essaye en fait d'aider les gens, effectivement. Depuis la session en fait, de Datadog, comme j'ai eu la chance de récupérer quelques sous, et j'ai investi dans quelques startups. Et puis j'ai rencontré d'autres entrepreneurs, et quand je peux essayer de les aider, c'est avec plaisir. Il y a 4 ans à peu près, c'était pas non plus, il n'y avait pas beaucoup de boîtes SaaS. Alors nous, on n'avait pas une très très fort développement, mais on avait un minimum d'expérience sur ce que c'était que de développer un peu une boîte SaaS, et donc ça m'a permis d'aider des gens. Et puis je me suis aussi, comme ça m'a libéré un peu du temps, forcément, c'est pas de la même intensité quand tu es chez un acquéreur que quand tu es ton propre patron. C'est sûr, ouais. Je me suis aussi mis à donner un peu de temps autrement, et j'ai aidé par le biais d'une association des entrepreneurs issus de quartiers moins favorisés. D'accord, ça c'est intéressant. Du coup, est-ce que d'avoir vécu ce processus de l'entrepreneuriat de A à Z, finalement, de la création jusqu'à la vente, jusqu'à l'intégration, ça a changé la vision que tu avais au tout départ de ce que c'est un entrepreneur? Alors oui, parce que moi je pensais qu'un entrepreneur, il crée une boîte et elle se développait, et puis ensuite, si jamais il la cédait un jour, il ne serait plus là du tout. Et je me rends compte que aujourd'hui, il y a non seulement une barrière à l'entrée pour créer une boîte qui est très très faible, mais il y a aussi beaucoup de gens qui créent des boîtes avec comme optique en fait la cession rapide d'ailleurs.
Moi, je le vois dans les gens que j'ai croisés et que j'ai accompagnés, il y a eu des sessions assez rapides ou des gens qui ont tenté des sessions rapides. Parce que le but, finalement, c'est de monter une idée, de réussir et de passer à autre chose. Et ça, toi, c'est quelque chose que tu conseilles, que tu déconseilles. Enfin, quand tu rencontres quelqu'un qui a cette vision-là, tu lui dis quoi ? Je pense que je vais te faire une réponse de Normand, quoi. Ça dépend vraiment de ce que la personne veut faire. Moi, mon but dans la vie, c'est de construire quelque chose. Donc, ce ne serait pas de construire pour revendre tout de suite. Mais il y a des gens qui sont plus intéressés par d'autres sujets. Et là, dans ces cas-là, ça peut se comprendre très, très bien. Donc, il faut en tout cas pas se mettre un doigt dans l'œil en se disant je vais créer ça, je vais le donner à mes enfants si on veut le revendre quelques temps après. Et en tout cas, entre cofondateurs, il faut avoir absolument la même vision. On ne peut pas se dire moi, je veux aller très très vite, quitte à prendre beaucoup de risques et brûler la boîte, mais la revendre vachement cher dans 3 ans ou 5 ans. Et d'un autre côté, avoir un autre cofondateur qui dit non, moi, je veux qu'on se développe tranquillement, qu'on ait des clients, qu'on soit établi sur la place, pépère. Et donc, je pense que le seul sujet aujourd'hui, c'est génial pour un entrepreneur, c'est qu'il a énormément d'options. Il y a un écosystème extraordinaire. Il y a des incubateurs comme celui de ParisTech. C'est pas pour en faire la promo, mais c'est des endroits super. Il y a de l'argent, il y a beaucoup de VC, il y a beaucoup de business angels, il y a beaucoup de conseils. Le seul sujet, c'est qu'il aille faire ce qui a du sens pour eux. Ok, donc le conseil que lui donne, c'est d'être honnête avec ce qu'on a vraiment envie de faire et puis d'avoir la même vision entre associés, quoi. Finalement, ça, c'est important parce qu'entre associés, oui. Ok, merci. Alors, j'ai une dernière question pour toi, qui est la question que je pose à chaque intervenant. C'est quoi pour toi la technologie du futur qui va forcément révolutionner notre quotidien à l'avenir ? Et à l'inverse, est-ce que tu penses qu'il y a une évolution techno majeure de ces dernières années dont on aurait pu se passer ou qui te fait un peu peur ? Il n'y a aucune techno qui me fait peur, mais je crois que les technos majeurs du futur, c'est assez ancré avec un de mes dadas du moment, c'est toutes les technos qui vont sortir de la mécanique quantique. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses, mais pas tellement sur ce qui va créer l'ordinateur quantique, parce que ça, c'est un sujet qui n'est pas pour tout de suite. Mais en allant vers le chemin de l'ordinateur quantique, on va développer des tonnes de technologies, un peu les pelles et les pioches de ce sujet-là, qui vont nous apporter des améliorations incroyables au quotidien dans beaucoup, beaucoup de secteurs et qu'on n'imagine pas encore. Ok, merci. Ça, le quantique, j'espère que c'est un sujet qu'on aura l'occasion de traiter, parce que c'est vrai que c'est assez passionnant. En tout cas, je te remercie beaucoup. On a vu que vendre sa start-up, pour certains, c'était un aboutissement pleinement assumé. C'est un peu le Graal des serial entrepreneurs qui vont parfois enchaîner les projets. Alors que pour d'autres, ça sera plutôt la fin d'une aventure personnelle qui est parfois le fruit du travail de toute une vie. Et donc, il est assez difficile de se séparer, en fait. Dans tous les cas, c'est vrai qu'on est loin du temps de la transmission familiale de l'entreprise et de cette notion d'héritage. C'est évidemment le modèle de développement des startups qui veut ça, mais ça n'empêche pas les entrepreneurs de mettre toute leur passion dans ces projets qui vont faire vivre jusqu'à la vente. Point final pour certains, nouveau départ pour d'autres. Les nouveaux départs, nous, vous en a fait vivre quelques-uns dans ce podcast, notamment lors de notre dernier épisode avec Visnet. Et pour nous, c'est presque l'heure du départ en vacances, donc on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Deep.